réunis ce matin, c'est pour célébrer les contes gabonais de Monseigneur Aponda Walker, qui vient d'obtenir le grand prix de la francophonie en France. Monseigneur Aponda Walker est né le 19 juillet 1971. Donc, c'est à ce prix-là, c'est en son nom que le club de la francophonie du lycée de la réussite organise cette manifestation. Donc nous avons voulu célébrer le conte parce que le conte nous éclaire sur le passé et sur notre avenir. Je souhaite plein succès par la présence de la grâce et la bénédiction de l'Esprit supérieur qui a daigné se révéler à chacun de nous à qui nous voulions rendre gloire. Soyez donc tous bénis et que Dieu vous comble de sa miséricorde infinie. Récitation, la veillée des contes. Le conteur est l'acteur principal que l'on voit sur une lueur pâle, car le conte s'entoure des mystères que l'on peut sentir dans l'atmosphère. Les assistants tendent bien l'oreille, l'attention est aussi vive pour eux, afin de ne pas rater un détail qui pourrait faire perdre l'éventail. Il faut s'interdire de déranger, adaptant une tenue rangée, qui défend de bouger et de parler pour éviter les pourparlers. L'histoire qu'entière retient le souffle, les assistants qui sont en pantoufles, afin de bien se sentir à l'aise, oubliant un moment leur malaise, d'après Nzamateki. Récitation, la veillée de conte. Le conteur est l'acteur principal que l'on voit sous une lueur pâle, car le conte s'entoure de mystères que l'on peut sentir dans l'atmosphère. Les assistants tendent bien l'oreille, l'attention est aussi vive pour l'œil, afin de ne pas rater un détail qui pourrait faire perdre l'éventail. Il faut s'interdire de déranger en adoptant une tenue rangée, qui défend de bouger et de parler afin d'éviter des pourparlers. L'histoire contée retient le souffle des assistants qui sont en pantoufles, afin de bien se sentir à l'aise, oubliant un moment leur malaise, d'après Nzamateki. Conte gabonais, le léopard et le caméléon. Le léopard Zengo et le caméléon Lumbala Koui se vantaient tous les deux. Alors le caméléon dit au léopard, « Tu ne me dépasseras jamais à la course. » « Vraiment, bien sûr. » Eh bien, reprit le caméléon, « Nous verrons cela demain matin. » Le soir venu, le caméléon s'empresse de rassembler tous ceux de son espèce et les pose le long du sentier, chacun à sa place. Au lever du jour, le léopard dit, « Partons, va de l'avant, répondit le caméléon, et le léopard de courir à toute vitesse tandis que le caméléon restait sur place. Au bout d'un certain temps, le léopard s'arrête et écoute venir son compagnon. « Me voici, dit des caméléons cachés dans les forêts. Dépêche-toi d'arriver au but. » Là-dessus, le léopard recommence à courir de plus belle. Lorsqu'il s'arrête pour respirer, il entend encore « Me voici, je te suis de près. » De nouveau, il se remet à courir si bien qu'il n'en peut plus et à chaque arrêt, c'est toujours pareil. Conclusion. Hors d'haleine et épuisé de fatigue, il se décide finalement à rentrer au village et dit à ses femmes et ses petits, « Retenez bien ceci. Ne vous vantez jamais de gagner le caméléon à la course. » Michel Pécoin, bonjour. Bonjour. Alors, nous venons d'écouter des élèves du complexe scolaire lycée de la réussite déclamer des poèmes dont l'un est de Nzamateki et l'autre de Aponda Walker. Alors, donc d'abord, en rappelant à nos téléspectateurs que vous êtes conteur vous-même et de surcroît président de la Fédération des conteurs gabonais, il nous plaît, disais-je, de vous demander, à partir de ce que l'on vient d'entendre, qu'est-ce
quelle est la définition du conte? Bon, merci. C'est d'abord pour moi un plaisir d'être parmi vous ce matin. C'est aussi un honneur, surtout de se retrouver devant ces jeunes, ces enfants, qui représentent l'avenir justement de demain, et de parler justement d'une question qui est très très fondamentale, une question culturelle, et qui peut participer aussi justement à l'éveil et à l'agrandissement de leur esprit. Donc on parle du conte, mais le conte, en termes de définition, chacun pourrait donner sa définition selon son entendement. On va tout simplement dire, ou peut-être retenir, que le conte c'est quoi? C'est un texte qui nous transporte dans un univers où, en général, où tout est possible. C'est-à-dire qu'on vous dira simplement que le conte, c'est une histoire. Toute histoire n'est pas forcément conte, mais tout conte est forcément histoire. Vous voyez? C'est pour dire qu'à quel moment on parle du conte. Vous voyez? Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que toute histoire n'est pas forcément un conte. Je peux vous raconter une histoire. Je suis arrivé jusqu'ici le matin, je suis rencontré monsieur le directeur, monsieur le fondateur, mais ce n'est pas un conte. Je peux bien vous raconter ça, ce n'est pas un conte. C'est une histoire. Or, à quel moment on va se rendre compte que c'est... À quel moment ça va devenir un conte? Cela devient un conte si j'ajoute des éléments, justement, qui ont trait au symbolisme. Je dis par exemple, en m'asseyant là, la jeune fille, en récitant son conte, à un moment donné, elle s'est butée. Et le conte dit, moi je me raconte à cet endroit. Et elle se met à discuter et le conte. Elle dit, pardon, il faut que je te raconte parce qu'il y a du monde, il y a la presse, tout le monde. Et le conte dit, bon, ok, j'accepte quand même, mais je ne suis pas très d'accord. Alors le conte va accepter d'être raconté et elle va continuer à raconter son histoire. Vous voyez? On aura donné vie, justement, personnage, des sentiments à un objet, à un conte, vous voyez, comme personnage. Vous voyez? Parce qu'on va justement projeter un aspect symbolique. C'est pourquoi on dit tout conte est une histoire, mais toute histoire qu'on peut vous raconter n'est pas forcément conte. Il va devenir conte lorsqu'on va à l'intérieur retrouver simplement des éléments d'imaginaire, des éléments symboliques, du fantastique, mais aussi du merveilleux. Là, on est dans le conte. Je vous reprends parce que vous parlez du symbolisme. Or, le symbolisme ici, on croit l'avoir entendu dans l'un des contes, lorsque, par exemple, l'auteur mettait en scène des animaux. Alors, on a comme à la fin, on a comme l'impression qu'il y a une moralité qui se dégage. Alors, quels enseignements on peut tirer du conte? Oui, bien sûr. C'est-à-dire que vous avez vu que les animaux on a donné des sentiments aux animaux. Les sentiments ont parlé, les animaux ont eu droit à la parole. Ils ont parlé en français, ils ont parlé, ce qui est peut-être... On a personnifié les animaux. Voilà. Et donc on est vraiment dans un conte. Et à la fin, on a pu en tirer justement une moralité qui est une leçon de vie. En réalité, lorsqu'on dit un conte, parce que derrière, on veut faire passer un message, c'est un enseignement, c'est une leçon de vie pour nous permettre, nous qui sommes parfois en erreur, nous qui sommes parfois butés à certaines tares, n'est-ce pas, de se remettre sur le droit chemin. Voilà, c'est un peu les objectifs, normalement, du conte. Voilà. Et disons que ce qui est intéressant, c'est que là, on a les contes de Rapondon au Caire. Ce sont des contes gabonais, des contes du Gabon, qui sont aussi, si vous voulez, des contes traditionnels. Et ce qui est bien dans nos contes traditionnels, parce qu'aujourd'hui, ces contes n'ont pas que pour mission de véhiculer une morale. Mais ces contes vont aussi véhiculer une culture, la culture des peuples. C'est pourquoi je disais de préciser un peu de quel peuple. Lorsqu'il a lu son histoire, il a dit on était chez le peuple Adouma. Voilà. Donc, parce que nos contes traditionnels véhiculent l'image de la société qui le produit. C'est-à-dire qu'à travers un conte traditionnel, on peut être renseigné, vous voyez, sur le mode de vie d'un groupe social, sur son histoire, sur son système de valeurs, sur sa vision du monde,
sur sa façon de s'exprimer, sur ses désirs, sur ses rêves, vous voulez nous ses dire fantasmes. que dans le conte gabonais, Raponda Walker est en train en quelque sorte de restituer la culture gabonaise, mais sous toute sa dimension. Mais bien sûr, parce que chaque peuple produit un certain nombre de contes. À l'intérieur de ces contes produits par ce peuple, il y a la culture qui traite justement au peuple qui l'a produit. Là, on a vu par exemple un conte à Douma, on peut avoir un conte Fan, un conte Togo. À l'intérieur, on aura des éléments culturels qui sont propres au peuple Togo. Oui. Donc le conte voilà, traduit l'image de la société qui le produit. Et c'est pourquoi c'est intéressant, lorsqu'on veut par exemple aller vers la culture gabonaise à travers les contes, qu'est-ce qu'on fait? Mais on les interroge. Lorsqu'on interroge les contes, à part l'aspect de la moralité, il va voir l'aspect culturel. Voilà, si on dit par exemple, bon, je sais pas, il y a tellement de contes, à la lecture d'un conte, on va toujours avoir des éléments culturels qui sont propres au peuple qui l'a produit. Alors donc, vous voulez nous expliquer que c'est cela que visait en fait Monseigneur Raponda Walker. Oui, d'abord peut-être premier objectif de faire la promotion de ces contes du Gabon, parce que c'était un ouvrage qu'il a produit dans lequel on retrouve plusieurs peuples. Ça c'est déjà on ne peut pas dire, intéressant. Presque tous les peuples, parce que j'ai comme l'impression que dans ces contes, il y en a de toutes les provinces. Oui, bien sûr. Bien sûr. Et ça, c'est ce qui est intéressant déjà, c'est qu'à partir d'un seul ouvrage, on peut aller à la découverte de plusieurs peuples. Voilà. Et puis, on va avoir plusieurs enseignements parce que c'est plusieurs moralités qui sont justement véhiculées dans différents contes. Et c'est ce qui est intéressant à le voir. On aura peut-être l'occasion d'essayer de se raconter un petit conte comme ça, et puis à partir de lequel on va essayer de comprendre qu'est-ce que le peuple, sur le plan d'abord de la moralité, ensuite sur le plan culturel, qu'est-ce que le peuple nous transmet comme discours culturel qui sera propre à ce peuple. On pourra l'essayer tout à l'heure pour comprendre un peu tout ce qu'on est en train de dire. Voilà. Et si l'occasion nous était déjà donnée d'essayer d'essayer de raconter, de mimer un conte. Oui, bien, on peut le faire. On va aller dans le Guévino, à la découverte d'un peuple qui s'appelle les Mahongwe. Vous connaissez les Mahongwe? Hein? Vous connaissez les Mahongwe? Les enfants? Oui, qui connaît les Mahongwe? Ah ouais. Toi tu es Mahongwe, Kota, Sake. Voilà. C'est un peu dans le même groupe, hein, le groupe Kota. Dans le groupe Kota, il y a les Sake, il y a encore qui? Il y a les Mahongwe, il y a encore qui? Samaï, il y a... Voilà. Donc c'est un groupe qu'on retrouve dans la province du Guévino et dans lequel il y a les Mahongwe. Peut-être qu'il n'y a pas les Mahongwe dans la salle. Voilà. Donc le Guévino. Bon, donc on va essayer d'aller visiter un conte, c'est un conte Mahongwe. Donc notez que les Mahongwe, c'est un peuple du Gabon, hein, comme les Pounou, comme les Fan, il y a aussi les Mahongwe. Hein, je prends un peuple un peu atypique. Hein. Ça nous permettra aussi de découvrir aussi. Voilà. Alors, mon instrument de musique, parce que je veux le jouer, il faut que je vous le présente d'abord. Ça, et qui a peut-être une idée de l'instrument, qui connaît comment il s'appelle? Qui a déjà vu ça? Personne? Personne. Alors, voilà. Alors, l'instrument de musique, c'est d'abord fait partie d'une famille. C'est la famille des lamellophones. Lamellophones, c'est-à-dire des instruments à lame. Ça, ce sont des lames. Hein? Donc, ça fait partie de la famille des instruments qui ont les lames. On les appelle les lamellophones. Hein? Dites un peu lamellophone. Lamellophone. Voilà. Lame comme pour et phone comme le son. Hein? Phone comme son. Lame comme vous voyez les lames. Donc les lames qui produisent le son. Voilà. Lamellophone. Et maintenant en tant que lamellophone, lui-même il a son nom. Voilà. Alors lui on l'appelle généralement la sanza. Hein? La sanza. Dites un peu la sanza. La sanza. Voilà. Et puis au Gabon, chaque peuple peut l'appeler selon son ethnie. Hein? D'autres l'appellent Zanga, d'autres disent Ingidi, et voilà, selon les peuples. Hein?
Voilà. Donc, présenter succinctement l'instrument de musique. Alors, pour jouer l'instrument, il faut pincer les lames et le son est produit par la caisse de résonance. Ok? Alors, comme on a dit qu'on va faire un tour chez le peuple Mahongouin, je voudrais préciser que chaque peuple, lorsqu'ils comptent leurs histoires, ils ont leur point de repère particulier, ce qu'on appelle les onomatopées. Alors je vais vous raconter l'histoire de Nzambé. Nzambé Dior. Oh, vous êtes fatigué, on dirait là. Nzambé Dior. Nzambé Dior. Je vais vous raconter l'histoire de Nzambé. Nzambé avait 2 femmes. Nzambé avait 2 femmes. Et l'une de ces femmes vivait avec sa grand-mère. La femme qui vivait avec la grand-mère avait mis au monde une fille. On dit que c'était une fille, une belle fille. Elle était tellement belle qu'elle avait un teint clair. Elle était belle, cette fille. Elle était tellement belle qu'elle avait un gros nombril. Elle était belle. Nzambé Dior. Cette fille, Nzambé avait interdit que cette fille puisse sortir de la maison. Alors cette fille vivait dans la maison, elle vivait recluse, donc elle ne sortait jamais de la maison. Nzambé avait refusé que cette fille ne doit jamais sortir de la maison. Elle doit rester cachée. Cachée, toujours cachée. Personne ne devait la voir. Elle devait rester toujours dans la maison. Alors le temps passait. Le temps passait, passait et passait. Alors un jour, Nzambé est parti en brousse. Les femmes sont parties aux plantations chercher de la nourriture. Et la grand-mère est restée à la maison avec la petite fille. Pendant que la grand-mère reste là à la maison avec la petite fille, la grand-mère dit à la petite fille, accompagne-moi en brousse tout près là, cueillir les feuilles. La petite fille dit, mais non, je ne peux pas sortir, j'ai interdiction de sortir, je ne dois rester que dans la maison. La grand-mère insiste. Allons tout près là, cueillir les feuilles juste en brousse, là on va pas mettre du temps. Allons. La grand-mère insiste, elle insiste tellement. Et finalement, la petite fille accepte. Elle accepte d'accompagner la grand-mère en brousse pour aller cueillir les feuilles. Et pour la première fois, la petite fille sort de sa case où elle vivait recluse, où elle vivait cachée, et elle accompagne sa grand-mère en brousse. Nzambé Dior. Alors quand ils arrivent en brousse, ils se mettent à cueillir les feuilles. Elle cueille les feuilles, elle cueille. Et pendant qu'elle cueille, la grand-mère prend un chemin. Et la petite fille a un autre chemin. Elle cueille. Et pendant qu'elle cueille, elles vont s'éloigner l'une de l'autre. Et puis elles vont se perdre de vue. Donc la grand-mère ne pourra plus apercevoir la petite fille et la petite fille ne pourra plus apercevoir sa grand-mère, en force de cueillir les feuilles et de s'enfoncer dans la forêt. Et pendant que la petite fille cueille ses feuilles et s'enfonce toute seule dans la forêt, l'histoire nous dit que elle va faire la rencontre des Lolongo. Elle va croiser Elolongo. Vous connaissez Elolongo? Quelqu'un connaît Elolongo? C'est qui Elolongo? Hein? Elolongo, c'est qui? Des génies, l'ogre, Elolongo. Applaudissez pour lui. Nzambé Dior. Alors, la petite fille va croiser Elolongo. Elolongo, c'est l'ogre, hein? On l'appelle ailleurs encore, d'autres l'appellent Ibobolou, d'autres l'appellent, enfin, selon les peuples. Là-bas, chez les Mahongouins, on l'appelle Elolongo. Alors, lorsque la petite fille croise Elolongo prend la petite fille par la main et l'entraîne au plus profond de la forêt. Mais comme elle avait un gros nombril, Elolongo lui dit, donne-moi ton nombril pour que je le mange. La petite fille dit, non, moi je ne te donnerai pas mon nombril.
non, je refuse, je ne te donne pas mon nombril. Et le Longo insiste, je ne veux manger que ton nombril. Donne-moi ton nombril pour que je le mange. Alors la petite fille s'oppose à le Longo. Elle dit, si tu veux, d'abord si tu veux, prends mes bras, prends mes mains, prends ma tête, prends mes pieds, prends tout, mais mon nombril, tu ne l'auras pas. Ah. Et le Longo dit, je ne veux manger que ton nombril. Donne-moi ton nombril pour que je le mange. Alors la petite fille s'oppose à l'ogre et le Longo. Et entre-temps, de l'autre côté, quand la grand-mère revient sur ses pas, elle cherche la petite fille, mais en vain, la petite fille avait disparu. Elle cherche partout dans la brousse. Elle ne voit plus sa petite fille. Alors elle revient à la maison. Et le soir, lorsque les mamans reviennent de plantation, elle se rend compte que la petite fille qui est restée à la maison n'est plus là, elle a disparu. Alors elle dit à sa maman, mais maman, où est la petite fille qui est restée avec toi pendant la journée? Qu'est-ce que tu as fait d'elle? Où est-elle? Et la grand-mère dit, mais je l'ai amenée en brousse tout près là, cueillir les feuilles. Je ne sais pas où elle a disparu. Ah! La maman dit, mais comment tu as pu me faire ça? Tu as pris l'enfant d'autrui et tu l'as amené cueillir les feuilles alors que tu sais qu'on ne la sort jamais, pas même ceux à qui elle appartient. Comment tu peux me faire donner un problème comme ça? Alors de l'autre côté, et le Longo continue à entraîner la petite fille dans la forêt. Alors on réunit tous les hommes du village et ils se mettent à la recherche de la petite fille dans la forêt. Et entre-temps, et le Longo continue à entraîner la petite fille au plus profond de la forêt. Et comme elle avait un gros nombril, et le Longo insiste, donne-moi ton nombril pour que je le mange. Elle refuse. Elle s'oppose à l'ogre et le Longo. Et l'histoire nous dit qu'en force de s'opposer à l'ogre, elle va tellement crier, elle va perdre sa voix, et elle va finir même par maigrir, en force de s'opposer à le Longo, l'ogre. Et Zambedjo, alors la petite fille va vraiment aller au plus profond de la forêt avec le Longo, et l'histoire nous dit qu'ils vont se retrouver près d'une grande rivière comme ça. Et dans cette rivière, il y a les enfants qui sont là en train de se laver, ils se lavent, ils sont en train de jouer. Et là, ils s'arrêtent un moment, ils entendent défiler de voix, il y a des gens qui discutent. Et la petite fille qui est en train de s'opposer à l'ogre. Il dit, mais écoutez, on dit qu'on attend des voix. Et pendant qu'ils écoutent, c'est la petite fille qui est en train de s'opposer à l'ogre. Elle dit, non, je ne donne pas mon nombril, non, je ne te donnerai pas. Si tu veux, prends ma tête, prends mes mains, prends tout ce que tu veux, mais tu n'auras pas mon nombril. Alors les enfants vont aller vers cette voie, et le Longo, à la vue des enfants, il va s'enfuir et il va partir. Alors les enfants vont prendre la petite fille, vont la ramener au village, et au retour de la petite fille au village, on va organiser une grande fête. Et après cette grande fête, l'histoire nous dit que Nzambé, pris de colère, va battre sa belle-mère qui a amené l'enfant en brousse à mort. Il va la bastonner jusqu'à mourir et en même temps accuser sa femme de sorcière. Et Zambedjo, voilà l'histoire de Nzambé et de ses femmes. Alors là, nous étions sur le peuple Marongwe, dans la province de Logoué et Vindo. Quand il est revenu du champ, il a dit quoi à sa mère? Tu as pris l'enfant d'autrui et tu l'as maintenant en brousse cueillir les feuilles. Alors tu sais qu'on ne sort même pas ceux à qui elle appartient. Ah. Donc l'enfant appartient, finalement, on a compris, chez les Marongwe, l'enfant appartient au père. Ce qui est différent des autres peuples où l'enfant appartient à la mère, du côté de la mère. Vous voyez? Donc à partir de là, les Marongwe nous présentent clairement leur système de filiation. C'est-à-dire que chez eux, pour dire que nous, chez nous, nous sommes patriarcat. À partir justement de ce conte. Monter clairement. Et ensuite, on se pose la question, mais la grand-mère, et pourtant on a interdit, mais pourquoi elle a tout fait pour prendre l'enfant, et puis en menant en brousse? Oh, mais ça c'est quel genre de grand-mère? Elle n'a pas respecté la loi. Mais pourquoi elle a agi comme ça, cette grand-mère? Vous voyez, on peut se poser cette question. Michel Pécoin, oui. Cela dit, est-ce que, en parcourant par exemple ce genre de conte, nous ne sommes pas en droit de dire que l'œuvre par exemple de Monseigneur Apona Walker
met la sagesse gabonaise à l'honneur. Oui, bien sûr. L'œuvre de Rapunda Ouakel met la sagesse gabonaise en l'honneur. On a vu cette sagesse, n'est-ce pas, à travers ce conte. Vous voyez, la grand-mère qui a tout fait pour amener l'enfant en bourse, parce que dans la société mahongwe, la grand-mère joue le rôle de formatrice. C'est-à-dire que c'est elle qui a le devoir de former la petite fille, de faire en sorte qu'elle puisse devenir une femme. Et donc, elle doit l'amener en bourse, l'apprendre les travaux pour qu'elle devienne demain capable de tenir un foyer. Parce qu'une fille qui reste dans la maison, qui ne sort jamais, qui ne sait pas travailler, elle ne peut pas être apte au mariage. Et la grand-mère, dans la société mahongwe, joue ce rôle de formatrice de la petite fille. Ce qu'on dit sont généralement des copines, hein, la grand-mère et sa petite fille. Donc c'est elle qui inculque toutes les notions qui la forment à devenir une femme dans la société. Et elle n'a joué que son rôle dans la société mahongwe. Voilà pourquoi elle ne pouvait pas accepter que l'enfant reste toujours dans la maison. Il fallait qu'elle joue son rôle. À partir de l'intérêt que vous accordez au conte, Michel Péco, est-ce qu'on est, nous, Gabonais, en particulier, Africains en général, est-ce qu'il nous est permis de dire, par exemple, qu'on peut se passer du conte? On peut se passer du conte aujourd'hui? Par exemple. Aujourd'hui, dire qu'on peut se passer du conte, au regard un peu de l'évolution actuelle, avec l'arrivée des nouvelles technologies, lorsqu'on va même dans nos villages, vous allez trouver des on appelle ça comment? Non, les trucs de canal, là, les paraboliques, voilà. Dans les villages, hein, c'est-à-dire que tout le monde est câblé. Hein, on est au village, mais on suit des émissions qui viennent d'ailleurs. On suit des films qui viennent d'ailleurs. On consomme les cultures qui viennent d'ailleurs. Parce qu'avant, on disait que lorsqu'on veut se ressourcer, on va au village. Mais lorsqu'on arrive au village, on est toujours en contact avec une culture qui nous est importée. Et donc aujourd'hui, on se pose la question, mais comment faire au regard de la jeunesse aujourd'hui qui, chaque fois qu'on regarde la télévision, on voit une jeunesse qui est presque perdue. Aujourd'hui, on parle de violence en milieu scolaire, des jeunes qui se battent, qui s'enfoncent des couteaux à l'école. Mais on se dit, mais qu'est-ce qu'ils ont comme enseignement au quotidien? Qu'est-ce qu'ils consomment? Ils ont tous les téléphones. Mais qu'est-ce qu'ils regardent dans leur téléphone? Quel type de sagesse? Quel enseignement ils ont au quotidien? Et c'est pourquoi, par rapport à la question, est-ce qu'on peut s'en passer du conte? Aujourd'hui, ce qu'on devait faire, c'est de continuer justement à mettre en valeur ces contes traditionnels qui véhiculent des messages, n'est-ce pas, d'éducation, des enseignements qui permettront justement à cette jeunesse de retrouver le chemin. Mais ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile parce que les codes de la vie, comme dit monsieur le fondateur, vous voyez, se trouvent aussi là, dans ces contes. Il y avait comme un suivi entre le passé, le présent, le futur. Vous venez de parler de la grand-mère. Et aujourd'hui, les jeunes n'ont plus de support. Bien sûr. Parce que on dirait qu'il y a le passé n'est plus. Ils végètent comme ça et ils s'inspirent sur, comme vous venez de dire, de télévision, de la radio et même des danses qui viennent des États-Unis. Donc même le langage. Donc nous sommes plus ou moins brisés. Et pour cela, les contes, qui sont une école véritable, qui formait l'enfant, doivent être remises en place. Comme venez de le dire, dans les écoles, il faudrait qu'on encourage davantage les contes pour que chacun de nous retrouve d'où il vient. Les jeunes ne se retrouvent plus. Donc c'est une très très bonne chose que vous êtes en train de faire, Président. Il faudrait qu'on aille dans toutes ces écoles, il faudrait que chacun prenne conscience que si nous voulons remettre la colonne vertébrale à notre nation, il faut que les enfants apprennent d'où ils viennent, qu'est-ce qu'ils font, où est-ce qu'ils aillent. Mais aujourd'hui, on ne sait plus d'où nous venons, qu'est-ce que nous faisons, où est-ce que nous allons. Donc les enfants sont désœuvrés, laissés à eux-mêmes, surtout qu'ils viennent d'une manière rapide par ce qu'on peut appeler l'exode
rurales, exagérées, et ils vivent dans des quartiers où là c'est peut-être un jeune femme qui vit avec un jeune Bapounou, là c'est Mémètre, mais ils ne se racontent rien d'autre puisque d'abord de un, ils ne parlent pas une même langue, on s'accroche au français, qui est lui-même mal utilisé aujourd'hui. Le français, même entre français, ils ne se comprennent plus. Ils ont un langage qu'ils appellent, c'est pas un langage perdu. Moi j'étais vraiment perdu par quelqu'un qui disait à son ami, où est-ce qu'on va se rencontrer? Tu m'écrases, tu me tamponnes où? Alors moi je dis, mais ils vont se tamponner comment? Alors c'est exactement leur langage. Si vous leur demandez de parler leur langage, nous sortirons d'ici, nous ne comprendrons plus rien. Ils ont un langage bizarre, donc plus de culture. Vous êtes le bienvenu président et faites en sorte que le conte gabonais, qui est une école véritable, reprenne ses lettres de noblesse afin que le Gabonais se retrouve. Parce que tous ces contes, au finish, ont toujours des leçons. Et les mêmes leçons se retrouvent. Donc, félicitations une fois encore. Merci. Nous pouvons applaudir une fois encore.